À la une ce soir, l'état sanitaire du lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg. La communauté scolaire se plaint de fortes odeurs émanant du sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac que libèrent les algues sargasses. Faut-il fermer l'établissement? Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Exter est à venir. Et le maire de Bouillante doit faire face à la colère grandissante de ses agents. Depuis près d'une semaine, ils sont mobilisés pour dénoncer une mauvaise gestion du personnel et des conditions de travail déplorables. L'éclairage de nos reporters dans ce journal. Et la journaliste Mylène Colmar et la fondatrice de Caribbean Boss Lady Axel Collongeon ont sorti un nouveau podcast pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Cette fois, elles se sont intéressées à la réussite dans la Caraïbe avec la plus caribéenne des Guadeloupéennes, Naïka Pichi. Et dans moins de 3 semaines, la 4e édition du festival Héritage Mémoire Vivante prendra place au Marche des Esclaves à Petit Canal, symbole de la mémoire guadeloupéenne. Nous verrons quels seront les temps forts de cet événement qui connaît un succès grandissant. Et bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Mais avant d'aborder tous ces titres, un point sur la situation d'ATV. Comme vous en avez certainement déjà entendu parler, le groupe ATV, qui comprend une antenne sur les 3 départements français, est en grande difficulté. Prenant le taureau par les cornes, nos confrères de la Martinique ont décidé d'organiser une levée de fonds pour soutenir le projet porté par le principal candidat à la reprise qui peine à trouver des investisseurs locaux. Ainsi, depuis lundi, une caravane sillonne la Martinique pour recueillir des dons. Près de 140 000 € ont déjà été récoltés, du jamais vu dans le monde de l'audiovisuel aux Antilles. Reportage Louis Sabas, Michelet François. Première étape de ce périple du jour, le supermarché du Gros Morne, où de nombreux contributeurs attendent le convoi. Il en vient de nombreux autres. Tu voulais, allez, viens prendre un bout. Moi, je fais la radio, moi. Ah, voilà, c'est le beau. Voilà. Hein? Tous montrent leur soutien et l'amour qu'ils portent à la chaîne. De quoi booster l'équipe que l'on retrouve plus tard devant la mairie. C'est grâce à la TV, il était venu filmer jardin. Mais jardin pour te fait. Alors là, jardin fait, mi concombre, mi gomboa, mi toute bagaille là. Hein, ouais, c'est où qui était venu filmer, mi choix pour moi, c'est où moi fini tout frais. Et t-shirt là, mon way. Quel deal! Dead. Et puis, Tchèpe, c'est pas hier, mon frère, ça c'est bagaille qu'il a. Depuis Tchèpe, il y a gobo. Alors, mon cabao, ça c'est pour manger. Et puis, Tchèpe, J'aimerais qu'ATV soit encore là, le plus longtemps que possible, parce que j'ai mon fils passionné d'audiovisuel et il va faire son métier. Donc après, c'est peut-être le futur journaliste d'ATV, peut-être, qui sait. Quelque temps après, c'est à Saint-Joseph que la caravane retrouve ceux qui font cette télé. Là aussi, les contributions affluent. Profitez. Ok, et puis Tchébéred. Pas Molly. Pas Molly. C'est Molly qui règne. Et puis ATV qui gagne. Vous avez gagné 10 euros, 10 jours. C'est ça, vous avez sauvé. Merci, Martinique, plusieurs autres. Jeunes et vieux participent à l'effort pour qu'ATV perdure. Aïe. Bon, parce qu'ils doivent aller à la Galeria. Sauf si vous allez à la Galeria, je ne sais pas. Opération 10 jours, 10 € pour sauver de l'ébéia. Du bonheur et de la solidarité. Des messages de soutien aussi accompagnent la caravane jusqu'au bourg du Lamentin. ATV, c'est ma télé, ATV, c'est pays nous. Tout comme à la Galeria, où s'achève la tournée de ce jour. En nous aller, plus que quelques jours encore avec vous pour sauver ATV. Et retour en Guadeloupe maintenant. Faut-il fermer le lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg? Depuis plusieurs semaines, la communauté scolaire de cet établissement tire la sonnette d'alarme. Les élèves et le personnel seraient exposés à de fortes odeurs émanant du sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac que libèrent les algues sargasses. L'éclairage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter. Elle plane sur les 7 hectares de cet établissement scolaire. Elle, cette odeur nauséabonde que dégage la décomposition des algues sargasses, une nuisance que vit difficilement la communauté scolaire du lycée des droits de l'homme. Un certain nombre de profs se sont dit maintenant ça suffit. Moi je sens l'odeur, les élèves sentent l'odeur, mais au-delà de ce ressenti, il y a une réalité qu'on a mal à la tête, on a des nausées, etc. L'infirmière nous a dit lundi que
plus d'une dizaine d'élèves sont venus la voir et il y en avait 2 qui ont fait des crises d'asthme. Nous sommes un lycée, nous sommes à 1 mois du bac, mais lundi, les BTS commencent. Et pas que les BTS du lycée de Petit-Bourg, c'est des BTS de toute la zone qui vont venir composer à Petit-Bourg. Boc-Camel, Bel-Air, etc. Ils vont venir là. Donc oui, il y a un problème. Pour ces élèves de terminale en pleine période d'examen, cela devient de plus en plus difficile de préparer sereinement leurs futures épreuves. On arrive là le matin, on sent une odeur, parce que d'habitude on ne sent pas une odeur comme ça. On est dans les salles de classe, on ne peut pas travailler correctement, c'est perturbant. Même la concentration aussi, ça joue un rôle important là-dessus. C'est difficile de supporter ça. Certaines fois, ça nous donne mal à la tête. Donc à chaque fois qu'on vit au lycée, certaines personnes n'arrivent pas à étudier. Certaines personnes se couchent sous la table parce que l'odeur est vraiment, c'est très dégueulasse, ça pue. On ne peut pas fermer parce qu'il y a des examens à la fin. Mais si on pouvait trouver quelque chose pour l'odeur, ce serait bien. La communauté scolaire a donc programmé une nouvelle réunion lundi 14 mai 9h afin d'envisager des solutions à ces désagréments olfactifs et sanitaires pendant les examens de fin d'année. Et puis un mot sur cette nouvelle surprenante. 9 mois après sa prise de poste, le préfet de la Guadeloupe, Éric Maire, a été évincé de son poste aujourd'hui. Emmanuel Macron a choisi de nommer aujourd'hui Philippe Gustin, nouveau préfet de la Guadeloupe. Il s'agit du délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il a été nommé ce matin sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Outre-mer. Il remplacera ainsi Éric Maire, mais conservera sa mission de délégué interministériel pour la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. À Bouillante, le maire Thierry Abelli doit faire face à un mouvement de colère. Depuis près d'une semaine, une partie des agents est mobilisée pour dénoncer une mauvaise gestion du personnel et surtout des conditions de travail déplorables. Reportage Yvan Lemar, Patrick Curie. Depuis le 3 mai, la mairie de Bouillante est bloquée. Malgré 9 heures de négociation lundi dernier, le mouvement de grève continue. Nous avons revendiqué les droits pour les travailleurs. Tout ça, quel que soit le monde qui part en complet, fait là, il temps complet. Et nous avons des temps complets pour tout le monde. Nous avons des locales syndicales. Nous pas ni à Bouillante, nous avons des locales syndicales nous ici à Bouillante aussi. Alors, je là, nous avons un directrice de cabinet aussi qui a mis pression. Alors, nous avons des rencontres pour nous gérer cette situation, pression là que le camarade a subi là au niveau de la collectivité là. Il y a des gens qui ont joué juste l'hôpital à cause d'un directrice de cabinet. Et là, franchement, là c'est trop, c'est trop. Du côté de la mairie, on se dit surpris par cette action, mais le dialogue reste ouvert. Sur les 10 points de la plateforme de revendication présentée, 6 ont déjà été discutés. On a pu passer en revue 6 points de revendication, comme je vous l'ai dit, qui portaient sur des décisions que j'ai prises à l'encontre de 3 de leurs mandants, des réaffectations que j'ai opérées par nécessité de service. Bon, ils les contestent. Pour une d'entre elles, la procédure semble ne pas avoir été respectée, donc j'ai pris l'engagement d'annuler la procédure et de la recommencer, puisqu'il s'agit de satisfaire un besoin, donc on recommencera. Ils ont demandé aussi un local syndical, sur lequel d'ailleurs je leur ai rappelé qu'avec l'ensemble des syndicats, j'avais acté que je mettrais à leur disposition un local, donc c'est revenu sur le point de revendication, donc ça a été un point relativement facile. Et enfin, ils ont parlé de la reconstitution de la carrière des agents, donc ce sont des points que j'avais discutés aussi avec les autres syndicats et sur lesquels nous sommes bien avancés puisque les recensements sont faits et nous sommes sur le point, j'allais dire, de trouver la forme juridique pour effectuer tout cela. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Une nouvelle séance de négociation est prévue vendredi matin. Et comment monter et réussir un business dans la Caraïbe? La journaliste Mylène Colmar et la fondatrice du site Caribbean Boss Lady, Axel Collongean, ont créé un programme sur Internet pour aider les femmes à se lancer. Pour ce dernier enregistrement, elles ont fait appel aux connaissances d'une spécialiste des questions caribéennes, Naïka Pichi, Caribbean Boss Lady, un reportage de Linda Kayarsi. On a tout en nous une Caribbean Boss Lady, une attitude, une volonté d'entreprendre. On veut faire acte de pédagogie, on veut éduquer les gens qui nous entendent, les sensibiliser à un certain nombre de problématiques spécifiques aux femmes qui entreprennent. Alors bien sûr, on s'adresse aux femmes, mais on s'adresse aussi aux hommes, puisque sensibiliser aux problématiques, aux défis que rencontrent les femmes, ça passe aussi par une prise de conscience des hommes qui bien souvent nous discriminent quand nous sommes en position de leadership ou même de décision. Pour booster l'entrepreneuriat féminin,
Une plateforme où l'on peut écouter librement des podcasts. Le sujet est déterminé en fonction de l'actualité, en fonction aussi de la femme ou de l'homme que l'on souhaite inviter. Et puis ensuite, justement, inviter cette personne à bien vouloir participer à l'enregistrement et bien l'inviter pour l'enregistrement le jour J et avoir un ton très conversationnel, très convivial. Objectif, donner les clés pour relever de grands défis. Les défis pour les femmes qui entreprennent sont nombreux. Premièrement, la question de la légitimité. Même quand on est ultra compétente, voire plus compétente que les hommes, on se pose toujours la question de la légitimité d'une femme en position de leadership et de décision. Et ça, c'est insupportable en 2018. Alors ensuite, il y a aussi la traditionnelle organisation entre la vie privée et la vie professionnelle. Surtout quand on est une femme qui est mère de famille, il faut pouvoir trouver un équilibre entre les deux. Et là aussi, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, Caribbean Boss Lady ne se veut pas féministe, mais humaniste, pour une société plus égalitaire. La première chose, c'est d'avoir confiance en soi. Et c'est pas si facile que cela. Et qui dit confiance dit estime de soi. Donc d'abord, avoir conscience de ses compétences, avoir aussi une vision vraiment de ce que l'on veut faire. Parce que la difficulté aussi, c'est de suivre les conseils des autres et de ne pas vraiment écouter soi-même. Donc s'écouter soi-même, c'est ça qui est difficile. Donc pour moi, c'est vraiment la clé ultime. Et puis ensuite, bien sûr, se former, prendre des conseils au niveau des autres, mais tout en gardant vraiment sa propre voix, s'écouter. Prochaine action pour Mylène et Axel, conduire une délégation de femmes guadeloupéennes et caribéennes en Haïti à l'occasion du Sommet international des femmes du numérique d'Haïti. Et puis ce matin, la région a lancé le premier colloque autour du sport en Guadeloupe au vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault. Un événement pour faire la promotion du sport sur l'ensemble du territoire. Et pour renforcer l'intérêt de cette manifestation, Guy Roux, l'ancien entraîneur de football de l'équipe d'Auxerre et du RC Lens, a été invité à chapeauter, à parrainer cet événement. Reportage Anne-Elisabeth Arsène, Moïse Dexter. Un colloque pour parler de sport en Guadeloupe, c'est la mission de cette première édition, réunissant l'ensemble des acteurs du sport de notre département. C'est une volonté du président Chalus dans le cadre de notre programmation et du programme politique que nous avons présenté aux Guadeloupéens, notamment sur son volet sport, de profiler la structuration, puisque nous disons qu'au-delà de la performance, derrière il y a une vraie structuration à faire, que ce soit au niveau de la législation, du droit, du sport, santé et sport, lutte contre le dopage, la place des femmes dans le sport et puis le haut niveau, comment aborder le haut niveau. Toutes ces problématiques seront abordées demain avec bien sûr des spécialistes du droit du sport, des personnes qui ont eu une belle expérience sur l'organisation du sport, vraiment un plateau très riche pendant 2 jours. Ancien entraîneur emblématique de la JOCA, Guy Roux n'a pas hésité une seconde, devenant ainsi le premier parrain de ce colloque. J'ai d'abord été très flatté et heureux de cette invitation. Je viens souvent à la Guadeloupe, j'ai cette chance depuis 30 ans d'avoir diverses occasions. L'année dernière, je suis venu avec l'amicale des éducateurs de football. Là, il s'agit d'un sujet évidemment beaucoup plus vaste, mais tout aussi passionnant. Et bon, j'ai ma petite compétence, mais je ne viens pas seulement pour exprimer, je viens aussi pour apprendre, pour m'informer. La qualité et la variété des intervenants va me permettre de prendre une grande leçon pendant cette semaine. 2 plénières et 5 tables rondes seront donc au programme de ces 10 et 11 mai, consacrés à l'ensemble de l'écosystème sportif de notre archipel lors de ce premier colloque du sport au vélodrome. Et une autre problématique pour notre archipel, l'obésité infantile. Jeudi prochain, l'association anti-Guyane de lutte contre l'obésité chez l'enfant organisera les 2e journées de prévention contre l'obésité infantile à la région Guadeloupe, au champ d'Arbaud de Basse-Terre. Pour nous en parler, la présidente de l'association est avec nous ce soir, Marie-Élise Sextus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À quoi correspond cette volonté de concentrer ces 2 journées uniquement sur la Basse-Terre ? Alors, il faut dire qu'effectivement, nous sommes sur les 2e journées de la manifestation. L'année dernière, nous avons concentré une journée sur la commune de Baie-Mahault, et une journée sur la commune de Basse-Terre. C'est vrai, la commune de Basse-Terre, pourquoi? Parce que nous sommes face à une égalité de soins à Basse-Terre.
nous sommes dépourvus de prise en charge au niveau des enfants qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Et le but, c'est d'alerter les institutions, nos partenaires et nos nouveaux partenaires pour effectivement mettre en place une prise en charge pour ces enfants qui sont en situation d'obésité et de surpoids à Bastia. Marie-Élise Sextus, de nombreuses campagnes ont été lancées, des campagnes de prévention, de sensibilisation auprès de la population ces dernières années pour sensibiliser les parents notamment sur la nourriture, élément clé pour lutter contre l'obésité infantile. Êtes-vous en train de nous dire qu'elles n'ont pas porté de fruits ? Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas porté de fruits, mais je pense qu'il faut continuer. Il faut vraiment prendre cette problématique majeure. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quels sont les chiffres sur l'obésité infantile ? Les enfants, les petits Guadeloupéens sont le surpoids est à 12%. Le surpoids et l'obésité est à 12%. Ce sont des enfants qui sont, le taux est plus élevé, 2 fois plus élevé que les enfants qui sont nés en France métropolitaine. Ça reste quand même des chiffres alarmants. Et du coup, il faut vraiment prendre cette problématique majeure à bras-le-corps, en proposant des actions, en mettant en place aussi une structure de prise en charge adaptée pour ces enfants. Alors, 2 journées seront organisées jeudi 14 mai. La semaine prochaine, quels seront les temps forts ? Jeudi 17 mai, à l'hémicycle de région, ça sera une journée institutionnelle où tous les ARS sont réunis justement pour débattre sur ce qui se passe dans les Antilles-Guyane concernant la problématique de l'obésité, les actions, les projets, concrètement, réellement, et aussi pour essayer de faire ce maillage entre les professionnels de santé qui n'existe pas du tout, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas orienter les enfants. C'est vrai que la GOS met en place une prise en charge pour ces enfants qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Ces enfants-là aussi bénéficient d'un traitement par un nécessaire en Lozère. Ils partent pendant 1 mois, pendant les vacances, pour pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement pour l'obésité et le surpoids. Vous êtes une association, quel rôle joue l'ARS pour justement lutter contre l'obésité infantile ? Il faut dire que l'ARS, l'obésité et le surpoids restent une des priorités du projet régional de l'ARS. Cette année, l'ARS nous accompagne sur les journées. L'ARS met en place des actions avec nous pour les journées et aussi pour que ce soit pérenne, sur la prise en charge, le surpoids et l'obésité concernant les enfants, surtout dans le sud de Guadeloupe, le sud de Bastia. C'est vrai que nous, notre action, l'objectif premier de la GOS, c'est de contribuer à réduire le surpoids et l'obésité en Guadeloupe. Mais c'est vrai, il existe une égalité de soins en région sud-Bastia et l'association qui est à Bastia essaie de promouvoir, de mettre en place des actions et pour réduire cette inégalité de soins à Bastia. Savons-nous toujours quels sont les éléments bloquants, ce qui empêche justement une réelle avancée au niveau de la lutte contre l'obésité infantile ? Concrètement, la journée du 17 et ce jour, vraiment, ça va être ce jour qui va pouvoir en parler, on va pouvoir en parler, discuter justement pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité en Guadeloupe. Mais je pense que concrètement, il faudrait qu'on ait une structure de prise en charge avec une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge ces enfants. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, Marie-Élise Sextus. Vous savez que de nombreux projets pour lutter contre l'obésité en général des Guadeloupéens ont été financés par les fonds européens. Ce 9 mai, cette journée, aujourd'hui était la journée de l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe apporte un vrai soutien au développement de l'archipel guadeloupéen? C'est la question que nous avons posée aux populations. Patrick Curie, on écoute les réponses recueillies aujourd'hui par Patrick Curie et Yvan Lemar. Quand même, l'Europe aide, mais après c'est à nos dirigeants de bien dispatcher les fonds qu'on leur donne. Voilà, de bien s'en servir. Oui, dans un sens, oui. L'Europe aide à développer la Guadeloupe. Apparemment, on est aussi bien manipulé par l'Europe aussi. C'est pas parce qu'il porte des aides, il doit nous appliquer des sanctions comme bientôt ça va être les contrôles techniques, vous voyez, plein de choses qui veulent faire évoluer, que ce sont les petits qui subissent ça. Mais je pense que quand on voit les panneaux qui sont un petit peu partout, on voit bien que l'Europe apparaît souvent. On a constaté qu'il y a eu la construction du Memorial Act, donc j'estime que c'est quand même, ça fait partie quand même d'une infrastructure quand même représentative pour la Guadeloupe. Et sans compter aussi, il y a les élus aussi qui vont au Congrès pour défendre aussi l'intérêt de la Guadeloupe. Je pense que oui, parce que vu toutes les infrastructures, tout ce qu'on a tout autour, si l'Europe n'avait rien à voir là-dedans, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Je dirais oui,
Mais là où il y a le souci, c'est que les dossiers européens ne sont pas faits à temps, ni faits en bonne et due forme. Donc je pense effectivement, quand ils disent souvent que l'argent est reparti, en fait l'argent n'est pas reparti, mais c'est que les demandes n'ont pas été faites comme il fallait. Quelque part, oui, ça aide, puisqu'on voit que l'Europe quand même peut proposer des moyens pour que la Guadeloupe soit un peu plus développée. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas assez entendu. C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut faire une proposition de nouveaux projets, de lois, pour pouvoir améliorer, on va dire, le quotidien de la Guadeloupe, souvent, ces lois-là ne sont pas entendues et du coup, il n'y a rien qui n'est fait. Et c'est vraiment lorsqu'on décide de pousser des coups de gueule en rapport avec des manifestations, des grèves, en utilisant la presse, que là, il y a des mouvements qui se font. Mais normalement, on devrait pouvoir être à l'écoute tout le temps pour pouvoir être mieux aidé pour qu'on puisse évoluer dans un autre système plutôt que de rester à devoir utiliser parfois les forcings pour pouvoir être mieux entendu. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons le rôle qu'ont joué les francs-maçons pour l'abolition de l'esclavage. Et puis le festival Héritage Mémoire revient cette année à Petit Canal. Il aura pour thème la résistance. Quel rôle ont joué les francs-maçons pour obtenir l'abolition de l'esclavage? Si l'ensemble de la communauté maçonnique s'est rallié à la cause en 1848, c'est à Desloges des Antilles que l'on doit l'impulsion d'une telle avancée. Un fait historique qui sera exposé à la connaissance de tous ce samedi 12 au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Le détail de cette manifestation avec Linda Kayarsi. Les francs-maçons dans la traite négrière et l'abolition de l'esclavage, de la captivité à la liberté. Telle est la thématique retenue cette année par l'association Les Enfants de Solitude. On nous dit dans le roman historique français que, semble-t-il, que les francs-maçons ont tout fait. Ils ont tout pensé, ils ont tout écrit, ils ont tout aboli. Alors, il faut quitter le roman historique pour un peu d'histoire, parce que l'histoire ne dessert pas la vérité. Au contraire, elle peut être mise au service de l'intelligence collective, de la compréhension. Donc, nous prenons cette porte d'entrée autour des francs-maçons, et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Parce que qui dit porte d'entrée par les francs-maçons dit entrée humaniste. Une réflexion qui sera menée aux côtés de politologues, d'enseignants-chercheurs, mais aussi de personnalités de la franc-maçonnerie. Pour la première fois en Guadeloupe, vous allez avoir un représentant de la maçonnerie noire américaine, Princeton Masonry. Les gens de Princeton Masonry, qui sont autosuffisants, ils ont décidé de venir au Memorial Act, autour de cette question, dire quel est leur point de vue sur le rôle que les francs-maçons ont joué dans le passé. Eux, c'est évident. Droit civique, formation, émancipation, et encore aujourd'hui. Ils sont venus nous dire, non pas donner la leçon, mais nous montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Parce qu'il y a encore à faire dans la Caraïbe. La réunion publique de l'association Les Enfants de Solitude sur l'action des francs-maçons dans la traite négrière et l'abolition de l'esclavage aura lieu samedi au Memorial Act. Qui étaient nos ancêtres? Quel héritage nous ont-ils légué et d'où viennent nos habitudes et nos coutumes? C'est à toutes ces questions que souhaite répondre le festival Héritage Mémoire Vivante qui prendra place les 25, 26 et 27 mai aux Marches des Esclaves à Petit Canal, un lieu symbolique. Le programme était présenté ce matin à la presse. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les précisions de l'organisatrice de cette manifestation, Laurence Makiaba, suivie de celle du maire de Petit Canal qui accompagne et soutient cette manifestation. Des propos recueillis aujourd'hui par Linda Kayarsi. Donc pendant 3 jours de festival, on a des conférences, on a l'université populaire, on a des espaces d'échange, on a des ateliers d'initiation à la danse, au marais-tête ou autre chose. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent toucher du doigt leur histoire par différentes façons, que ce soit par l'artistique, que ce soit par des livres, que ce soit par des conférences, voilà, qu'ils puissent connaître un peu mieux leur histoire. Nous avons débuté ce festival en 2015, après avoir impulsé les choses avec mon équipe en 2014. Les choses ont tendance à bien se développer. Cette année, nous prenons une dimension au-delà des frontières de la Guadeloupe. Et donc, nous espérons que les Guadeloupéens seront réceptifs de ce programme que nous avons mis en place cette année. Et puis clap de fin pour la 2e saison de la série Guyane qui cartonne sur une chaîne concurrente après 3 mois de tournage sur tout le territoire. L'équipe a plié bagage aujourd'hui. De cette expérience, les acteurs locaux garderont le souvenir d'une belle aventure. Le bilan avec Jonathan Lariot. Après 104 jours de tournage, la série Guyane arrive au terme de sa 2e saison.
Une expérience unique sur le territoire qui aura permis à bon nombre de personnes de découvrir et de se former au métier du cinéma. Avec plus de 1200 techniciens, acteurs et figurants qui ont pris part à cette aventure. Une majorité des acteurs étaient guyanais. Aujourd'hui, je vous dis 60% du personnel est logé et habite sur le territoire. Ça va depuis le chargé de production qui est Pierre-Olivier Pradino jusqu'aux petites mains de la décoration ou de la régie. Sur le casting, on a trouvé beaucoup de gens de grande qualité qui étaient déjà présents sur la saison 1 pour la plupart d'entre eux. Et puis également au niveau des techniciens où on a des gens qui sont maintenant rompus, formés. Avec près de 6 millions d'euros investis pour la production de la série sur le territoire, la série Guyane apporte l'expérience du blockbuster au monde du cinéma guyanais. La série a beaucoup plu, elle a été vendue sur 40 pays à peu près. Donc aujourd'hui, c'est une série emblématique de Canal+. Et puis un jour, on aura une troisième, peut-être une quatrième saison, qui sait, on ne sait pas. Mais ensuite, il faudra bien que les gens se prennent en main. Et que les structures volent de leurs propres ailes, c'est-à-dire qu'il y ait des vrais créateurs ici et qu'il y ait des producteurs qui s'affirment comme étant des vrais producteurs et qui mettent en œuvre des projets qui permettent au territoire d'être autonome. Voilà. Et c'est un peu le challenge de la formation de tous les techniciens qu'on a fait. Aujourd'hui, techniquement, on a une capacité à fabriquer un film en Guyane quasiment à tous les postes. La saison 2 de la série Guyane est aujourd'hui en période de finalisation sur les bancs de montage. La diffusion est prévue pour le mois de septembre 2018. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Saint-François et à Carac, dans le quartier de Carac aux Abîmes, les coupures sont prévues demain soir chez vous à partir de 18h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 9 mai. Nous l'avons vu ce soir, l'état sanitaire du lycée des droits de l'homme. Faut-il fermer l'établissement? La communauté scolaire se plaint depuis plusieurs semaines de fortes odeurs émanant du sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac que libèrent les algues sargasses. Et le maire de Bouillante doit faire face en ce moment à la colère de ses agents. Depuis près d'une semaine, le personnel est mobilisé pour dénoncer une mauvaise gestion du personnel et des conditions de travail déplorables. Et la journaliste Mylène Colmar et la fondatrice de Caribbean Boss Lady, Axel Collangean, ont sorti un nouveau podcast pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Cette fois, elles se sont intéressées à la réussite dans la Caraïbe avec la plus caribéenne des Guadeloupéennes, Naïka Pichi, qui intervient dans ce podcast. Et dans moins de 3 semaines maintenant, la 4e édition du festival Héritage Mémoire Vivante prendra place aux marches des esclaves à Petit Canal, symbole de la mémoire guadeloupéenne. Nous avons vu ce soir quels seront les temps forts de cet événement qui connaît un succès grandissant. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45. À demain.